un fibroscan. Et la chose aussi très étonnante, on a l'impression qu'on a du mal à fidéliser cette file active, et bien pas du tout. En définitive, le fibroscan est une très bonne accroche, puisque 128 usagers qui avaient déjà fait un fibroscan sont revenus un an plus tard pour en faire un deuxième, en disant, bon, ça y est, ça fait un an, vous m'aviez dit qu'il fallait le refaire, ben, je suis là. Et donc ils viennent, ils demandent à le refaire cet examen. Et on a même déjà maintenant 66 usagers qui en sont à leur 3e année de fibroscan. Donc on a l'impression qu'ils rentrent au sein du XAPA, vraiment dans une filière de soins, qui est une filière un tout petit peu parallèle. On en est à 154 sérologies positives, soit une prévalence d'à peu près 30%, ce qui, je pense, est un assez bon résultat pour un XAPA. Et maintenant, on en est à 24 débuts de traitement, avec bien sûr des patients guéris qui sont les meilleurs témoins de cette opération, parce que aussi bien un patient qui avait eu mal lors d'une biopsie pouvait crier dans toute la ville que la biopsie était une horreur, mais un patient guéri va faire exactement la même chose. Et un patient guéri va véhiculer cette image, même si allez-y, c'est l'hépatite, moi j'en ai guéri et c'est pas si terrible que ça. Et donc c'est les meilleurs, nos meilleurs ambassadeurs. Résultat des traitements de cette hépatite. Donc ceci dans une population à risque d'hépatite C, c'est-à-dire donc des gens qui ont injecté ou sniffé au moins une fois dans leur vie des produits. Donc pour conclure, le test de dépistage de l'hépatite C a été effectué chez 80% de la population à risque dans le réseau. La séroprévalence du VHC, elle est passée de 57% en 2005 à 39% en 2007. Ça peut s'expliquer par le fait que 67% des patients qui sont rentrés dans cette étude, donc dans cette deuxième coupe d'études, avaient moins de 30 ans, ce qui était donc différent des patients qui étaient dans la première étude. En fait, on a 89% des patients de cette deuxième étude qui n'étaient pas dans l'étude de 2005. Donc les résultats de baisse de séroprévalence peuvent s'expliquer aussi par là au sein du réseau. Parce que bien sûr, ces données, elles n'ont pas comme ambition de vous donner ce qui se passe au niveau national au point de vue de l'hépatite. C'est vraiment ce qui se passe au niveau du réseau de microstructures et qui peut être le reflet donc, de l'évolution nationale. La séroprévalence du VHC, elle est de 7% chez les patients qui ont moins de 30 ans. Donc probablement en lien avec la politique de réduction des risques mis en place. Non, j'étais déjà dans ma deuxième idée. Probablement en lien aussi avec les changements de consommation, parce que les moins de 30 ans sont plutôt sniffers, c'est là que je vais en venir avec la paille. Et donc peut-être que le sniff est une pratique moins contaminante pour l'hépatite. Bon, pour répondre à ces questions, il faudra suivre la cohorte sur les années à venir, pour voir si ces patients de moins de 30 ans, qui sont aujourd'hui séronégatifs, quand ils auront 40 ans, est-ce qu'ils seront devenus séropositifs ? Concernant les infections virales, donc nous on est passé des chiffres de 2008 là, et on note aussi qu'une nette diminution de la proportion de patients qui sont infectés par le virus de l'hépatite C qui diminue d'année en année. Et en 2008, on avait 28% de séropositifs à l'hépatite C, et seulement 50% porteurs d'une PCR positive, donc en infection chronique. Très certainement lié au fait que, vous allez voir plus tard, on traite les patients VHC sur place et on est en lien étroit avec le service des pathologies de l'hôtel-lieu. Donc, ce qui fait qu'il n'y a qu'à moitié des patients, ce qui est déjà pas mal, qui sont donc, en porteurs chroniques. Et parmi ce pourcentage, effectivement, on retrouve une majorité de patients qui sont injecteurs de drogue. Donc nous, c'était 80% pour l'année dernière. Et puis, au cours des 2 dernières années, on a traité donc 36 patients sur site, enfin au sein du XAPA. Et il y a eu d'autres patients qui ont été traités par le service des pathologies ou en lien avec d'autres services des pathos. Alors, dans ce contexte précis, l'ANGREC défend un certain nombre de propositions et la proposition phare serait que puisse être examinée la possibilité pour certains généralistes expérimentés dans la prise en charge des patients toxicomanes, porteurs de l'hépatite C, d'établir eux-mêmes et dans certaines conditions la primo-prescription pour débuter le traitement interféron ribavirine, ce d'autant que cette mesure figure noir sur blanc dans le plan hépatite 2009-2012
qui a été promulguée au printemps. Et l'ANGREC donc envisage un certain nombre de mesures d'accompagnement pour cette primo-prescription. Donc elle pourrait être développée dans le cadre des mini-réseaux de proximité dont on a parlé hier dans un atelier de l'après-midi, qui pourrait être tout à fait adapté à cette nouvelle pratique professionnelle parce qu'il s'agit de prendre en charge des patients qui sont en situation de rupture et de mobiliser l'ensemble des acteurs qui interviennent autour du patient, donc le médecin généraliste évidemment, le pharmacien de quartier, l'infirmière que le patient peut connaître et éventuellement le ou la psychologue auquel le patient a déjà eu recours. Cette proposition, en outre, vise au rééquilibrage de l'offre de soins dans le domaine de l'hépatite C entre la ville et l'hôpital, puisque actuellement, on est plutôt à 60 patients pris en charge à l'hôpital, 40% en ville. Et si on veut augmenter le nombre d'entrées en traitement, il s'agirait en fait d'essayer d'équilibrer les choses, voire de faire plutôt 60% en ville, 40% à l'hôpital. Ce qui permettrait en fait de traiter en ville les patients non problématiques, donc dans le cadre de la primo-prescription par le médecin traitant, les patients plus complexes et plus lourds étant plutôt adaptés seraient à ce moment-là plutôt orientés vers l'hôpital. Moi, dans mon parcours, si je prends l'hépatite C, le traitement, là où en fait j'avais l'impression d'avoir eu le plus besoin de soutien, psycho-schtroumpf et compagnie, c'est sur l'après-traitement. L'après-traitement, ouais. L'après-traitement parce que, je veux dire, ça y est, c'est fini, c'est éradiqué. Alors, notamment pour un mec qui a éradiqué, ou une nana, hein. Parce que, bon, on n'est plus dans la maladie, on est ailleurs. Mine de rien, l'entourage, ça paraît con, mais l'entourage s'est habitué à ce que vous soyez malade. Oui. Et puis après, vous-même, hein, moi j'ai plein de copines ou de copains qui n'ont pas forcément envie de sortir de la maladie, hein, parce qu'il y a un endroit où c'est quand même, c'est assez cool, quoi. Hein, bon, enfin ça peut être cool, ouais. Et puis surtout, je dirais, ça inscrit des rapports totalement différents entre les uns et les autres. Et ça, je pense que c'est vraiment fondamental comme truc. Et au niveau de la transplantation, c'est le même film. Hein, c'est après la transplantation, bon, il y a un espoir de vie, il y a tout un temps comme ça, et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le travail que l'on a fait, donc l'utilisation du sang total sous buvard pour le diagnostic de l'infection par l'hépatite C, pour l'hépatite C. Donc je vous ai mis ça parce que le travail a été accepté par Hépatologie, donc qui pour nous est déjà une reconnaissance du travail qu'on a fait. Donc on peut aujourd'hui travailler sur buvard. Même si les autorités tutelles n'ont pas encore donné leur avis, mais le monde scientifique reconnaît le travail qu'on a fait. Merci. Voilà. Donc voilà ce qu'on a fait. Pour toutes les personnes à qui on faisait une sérologie systématique, enfin proposée systématiquement, qui a accepté la sérologie, on a fait à côté donc un test sur buvard. C'était très simple, c'est comme pour les diabétiques. Un petit lancette, on prend une goutte de sang et on met dans le buvard. On met 4 fois il y a 4 putirons et on mettait 4 fois. Donc grâce à cette technique qu'on a faite, non seulement on avait la sérologie d'hépatite C, on avait la confirmation de la sérologie, on a étudié en plus ce qu'on a mis en rouge, que ne faisaient pas les autres, c'était de voir l'ARN viral, le génotype et la charge virale. Donc tout a été étudié, tout le bilan complet du dépistage est fait sur buvard. Les résultats... Oui. Voilà, donc le principe, on prend 4 gouttes, comme je dis. Alors, on laisse sécher. Alors, c'est facile, hein, une fois que vous avez mis les gouttes sur le buvard, vous laissez sécher pendant 12 heures à peu près. Après, vous avez une enveloppe sur laquelle il faut le mettre dans l'enveloppe et vous l'envoyez au laboratoire. On peut le conserver jusqu'à 2 jours sur site. Et si on doit le conserver un peu plus que 2 jours pour envoyer au laboratoire, il faut le congeler. Donc, la congélation est importante après 48 heures. Et on peut garder pendant 2 mois au congélateur. Alors, les résultats ont été, bon voilà, sur les 100 personnes hépatite C positives, on n'a eu qu'un seul faux négatif. Et sur les 100 personnes hépatite C négatives, on n'a eu qu'un seul faux positif. Donc ça a été étudié, hein, j'expliquerai pourquoi on a eu un faux positif et un faux négatif. On ne s'est pas arrêté à ça, mais on est à plus de 99% de sensibilité et de spécificité sur ce travail. Et diapositive suivant.
Donc même la confirmation la confirmation a été faite, elle est aussi efficace sur sang que sur sérologie.